Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va parler vacances, voyages et numérique. Alors, quelles sont les grandes tendances pour cet été et quel va être l'impact des Jeux Olympiques sur les grandes transhumances estivales? Comment ne plus avoir à endurer la corvée de porter ses bagages et ceux de toute sa famille alors même que l'on va prendre l'avion? On vous fera aussi découvrir comment éditer et envoyer vos cartes postales depuis un smartphone. Le numérique pour tous spécial, le meilleur du numérique pour préparer ses vacances. C'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, une personnalité éminente du monde du tourisme. Elle a su se distinguer par son expertise, son dynamisme et son engagement pour le développement de ce fameux secteur en France. Merci d'accueillir chaleureusement Valérie Bonnède. Valérie, bonjour. Vous êtes donc la présidente des entreprises du voyage. Donc c'est l'ancien syndicat national des agences de voyage. Expliquez-nous en quoi consiste votre activité, Valérie. Bonjour. Oui, en effet. D'abord, le terme les entreprises du voyage pour notre organisation est bien plus moderne et représentative de notre objet. En fait, cette organisation réunit les agences de voyage, les tours opérateurs. Quand on parle d'agences de voyage, on a évidemment en tête les petites agences de quartier, mais c'est également les agences en ligne, les plateformes qui vendent et intermédient. Notre rôle, c'est d'intermédier le voyage, qu'il soit un voyage d'affaires ou un voyage de loisirs. Alors, la grande question que j'ai envie de vous poser, et je suis sûre que tous les auditeurs se la posent aussi, quelles vont être les grandes tendances en cette année un peu exceptionnelle du tourisme pour cet été? Alors, on a, depuis la fin du Covid, une tendance vraiment, une très belle dynamique, c'est-à-dire un enthousiasme pour les vacances et repartir puisqu'on a été confinés. Et puis, en fonction des périodes de l'année, on a effectivement un engouement sur certaines destinations. Traditionnellement, si on parle des vacances d'été, on est quand même sur, en majorité, des destinations, ce qu'on appelle du moyen courrier, c'est-à-dire pourtour méditerranéen. Et c'est traditionnellement, et c'est encore le cas cette année, l'Espagne, la Grèce et la France qui emportent la faveur des Français avec un pic particulièrement visible, une augmentation de 41% de l'Italie cette année en termes de réservation par nos agences. Ok, mais on parle quand même beaucoup de baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que les gens partent toujours autant qu'avant ou alors les choses se tassent un peu ? C'est très paradoxal. Il y a vraiment, évidemment, un impact pouvoir d'achat et inflation. Et dans notre secteur encore plus, puisque les billets d'avion ont connu en un an une augmentation de 30% à peu près à cause du coût de l'énergie. Et en même temps, on a une tendance toujours, quasiment toujours aussi importante à vouloir partir. Ce que l'on observe, c'est qu'en fonction du pouvoir d'achat des Français, eh bien, ils réduisent leur budget. Mais ils sanctuarisent ce budget, c'est-à-dire qu'ils réservent quand même une part quand ils le peuvent pour partir, ou moins loin, ou moins longtemps, ou en dépensant moins sur place. Mais c'est devenu quasiment un bien de première consommation. Ces vacances en famille, c'est un projet de famille, c'est un projet auquel on pense toute l'année pour l'été. Et puis ceux qui peuvent partent plusieurs fois dans l'année. Alors Valérie, c'est une année exceptionnelle avec les Jeux Olympiques cet été. Dites-nous un petit peu ce qu'il va falloir prévoir. Est-ce que les flux vont être modifiés, Paris-Province, Province-Paris? Comment ils vont être vécus ces Jeux Olympiques? Alors quand on est parisien comme nous, on a l'impression qu'on râle tout le temps, que ça va être compliqué, etc. Honnêtement, si on prend un peu de recul, un événement comme ça, c'est tous les 100 ans. Donc il y a un enthousiasme évidemment de la France, des Français. Je pense que cette dynamique, elle va être fabuleuse pour la France parce que ça va être un coup de projecteur sur la France, sur Paris. Et on est tous fiers de ça. Donc on l'attend avec impatience et je pense que ça va être magnifique. Et puis la fréquentation à Paris, puisque Paris Je t'aime, l'organisation, l'office de tourisme entre guillemets de Paris, qui s'appelle Paris Je t'aime, donne des chiffres qui disent que 40 à 50% de la fréquentation de Paris pour les JO et les JOP seront fréquentés. Paris sera fréquenté par les provinciaux, donc qui viennent évidemment pour cet événement à Paris. Donc nous avons des étrangers qui vont venir, des provinciaux et les Parisiens évidemment qui vont supporter cette manifestation. Donc c'est quand même un événement très important. Alors vous vous souvenez, il y a quelques mois, effectivement les prix des hôtels avaient complètement inflaté. Enfin, on savait plus tellement où on en était entre les Airbnb et les hôtels. Les choses se sont un peu tassées. On est revenu dans une raisonnabilité maintenant pour venir à Paris. Voilà, on est toujours très gourmand.
Donc on a effectivement constaté, sans jeter la pierre, certains, pas tous, dans l'hôtellerie, effectivement, ont augmenté les prix. Puis au fur et à mesure, comme évidemment il y a un prix qui repousse, on va dire, les clients à un moment donné, on est revenu à la raison. On a des choses qui sont rentrées un peu plus dans l'ordre des choses. Et là, il y a encore un peu de place. Donc oui, il faut y aller. Mais ça va se remplir évidemment en dernière minute. Et maintenant, c'est dans 3 semaines. Alors Valérie, vous parliez au début, effectivement, vous fédérez aussi bien les agences de voyage de quartier que les plateformes en ligne. Toutes ces plateformes, justement, type Airbnb, Opodo, Kayak, Booking et j'en passe, est-ce qu'elles ont modifié et enlevé du chiffre d'affaires aux agences traditionnelles? Est-ce qu'il y a un bouleversement? Comment tout ça se rééquilibre? Alors c'est un peu dur de faire ce paysage et de répondre rapidement. La première chose, c'est que nous avons des adhérents qui sont des plateformes, Expedia, Voyage SNCF, etc. Pas toutes, donc Airbnb non, parce que leur activité de mettre en relation, nous, c'est de vendre. Il y a une complémentarité totale, en fait. Évidemment, on avait très peur, et c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a une innovation ou quelque chose de nouveau qui arrive, on a très peur pour le business model et la création de valeur. En fait, les Français et les clients, ce qu'ils veulent, c'est de la rapidité, mais c'est aussi de l'expertise, de la connaissance, de la réassurance. On l'a vu avec le Covid. Et la combinaison et des plateformes et de l'offre monter un peu de façon industrielle et de la tendance de plus en plus à personnaliser. Les clients veulent quelque chose qui relève du sur-mesure, fait qu'il y a une combinaison des deux qui va dans le sens de l'histoire. Mais ça veut dire que donc, les agences de voyage ont quand même un bel avenir et sont en train de se repositionner. C'est quoi l'avenir des agences de voyage ? Sincèrement, ça fait 25 ans qu'on dit, mais est-ce qu'il y a encore un avenir ? Oui, en fait, oui, et de plus en plus, parce qu'on est très proche du client. C'est nous qui sommes en dernière ligne et en lien direct avec le client, avec ses données, avec ses datas et avec ses attentes. Donc tout ça fait que, oui, je crois qu'on a encore de belles heures devant nous. Et qui fréquente les agences alors aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une population particulière ou alors Tout le monde fréquente les agences de façon différente. On a quand même un œil très attentif sur la jeune génération, puisque traditionnellement, on voit que dans le parcours de la vie, on va dire, de nos clients, quand ils sont jeunes, ils se débrouillent un peu par eux-mêmes, puis dès qu'ils font d'une famille, ou en tout cas qu'ils veulent organiser un voyage plus sophistiqué, en groupe, etc., ils se tournent vers des professionnels. Mais on a vraiment une clientèle très diverse et qui consomme du haut et du bas de gamme, entre guillemets, ou du low cost et du très cher, pour un même client dans l'année de façon différente. Alors Valérie, le climat a un impact sur nos vacances. On sait qu'on y est très sensible. La neige, il y en a un peu moins. La croisière, on en fait de plus en plus. C'est quoi justement les grandes disruptions ? Est-ce que les Français suivent un peu ces tendances à vouloir des choses un peu plus bio ? Comment vous voyez les choses aussi ? On voit qu'il y a un grand décalage entre les intentions et la préoccupation affichée quand on fait des interviews ou quand on va interroger les Français sur la préoccupation qu'ils ont sur l'éco-responsabilité en matière de tourisme. En réalité, pour le moment, la façon dont ils consomment est majoritairement encore dictée par le prix, par la disponibilité. Donc les croisières marchent très bien, on est obligé de le dire, et c'est vrai, parce que le rapport qualité-prix, il est juste incroyable. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les fournisseurs hôteliers, compagnies aériennes, croisiéristes pour avoir des démarches beaucoup plus durables. Mais le client aujourd'hui, même s'il est préoccupé, et effectivement il y a une petite frange de la population qui consomme et qui est en adéquation avec les intentions qu'ils affichent, sinon c'est quand même aujourd'hui un mouvement assez lent, mais certainement un mouvement de fond. Concrètement, donc on prend autant l'avion qu'avant et on ne se pose pas la question. C'est juste l'argument du prix qui fait faire la différence, c'est ça ? On se pose quand même la question. Ouais. On va peut-être choisir un vol qui sera un vol direct et non pas avec un stop pour pas décoller 2 fois et atterrir 2 fois. Mais quand on interroge les jeunes aujourd'hui qui se disent très préoccupés par les sujets d'éco-responsabilité, si vous leur offrez un billet d'avion, ils l'utilisent et ils sont contents. Donc je veux pas trop caricaturer les choses, mais c'est un mouvement lent et évidemment que c'est un mouvement à prendre en compte et on a notre part de responsabilité. Alors vous parlez des jeunes, je rebondis, merci pour la transition. On a vu récemment que la promotion de certains sites touristiques, notamment sur les réseaux sociaux comme Instagram, je pense à Etretat, faisait qu'il y avait des afflux de population et en fait certaines villes ne sont pas du tout en mesure d'accueillir ce qui est mécanique qui sont induites par les réseaux. C'est un phénomène que vous observez et sur lequel vous allez peut-être à terme un peu contribuer ? Alors ce qu'on appelle le surtourisme, oui. Ou je dirais plus précisément les pics de fréquentation, parce qu'en France, on a quand même peu de surtouristes, c'est-à-dire des endroits où toute l'année c'est blindé et où on ne peut plus aller. Mais il y a des moments, effectivement, et certainement que le fait que ce soit des sites Instagrammables ont mis en lumière des endroits où les gens vont à des moments donnés de façon très importante, comme vous le dites. Lesquels à part alors Etretat, les Calanques à Marseille, le Mont-Saint-Michel.
mais à l'étranger, Barcelone, Venise, etc. Là, on peut parler d'ailleurs peut-être de surtourisme, mais dans notre pays, franchement, c'est plutôt une question de régulation et de politique publique. Alors, est-ce qu'on permet, grâce à la digitalisation d'ailleurs, de réserver en amont pour pouvoir accéder? C'est ce qui se fait, commence à se faire. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est le numérique au service d'une politique et du bien-être. Parce que je pense qu'il ne faut pas prendre les Français pour des moutons de panurge. Personne n'aime être noyé dans une foule impossible, mais pouvoir anticiper. En revanche, moi, personnellement, je suis vraiment pas, je suis assez réservée sur l'accès par l'argent et le fait de devoir payer quelque chose pour aller sur des sites. Parce que là, pour le coup, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais oui, bien sûr que c'est un sujet que les journalistes aiment bien, je dois le dire, mais qui est un sujet à traiter. On imagine que quand on travaille dans une agence de voyage, on va faire des repérages, donc on fait des très très beaux voyages pour essayer d'être le promoteur de ces destinations. C'est un métier qui fait toujours autant rêver qu'avant ? Vous avez mis le doigt exactement sur quelque chose qui est la différence entre l'imaginaire de ceux qui veulent rentrer dans notre secteur et la réalité. La réalité, bien sûr qu'on voyage et qu'on fait des repérages, mais tous les métiers de notre secteur ne sont pas des métiers de voyageurs. On est des métiers de vendeurs et d'experts avant tout. Et effectivement, on travaille beaucoup dans notre secteur sur l'attractivité des métiers. Et l'attractivité, c'est le lien avec les clients. C'est le fait de travailler sur un projet pour eux qui est très important et plutôt plaisant. Et après, il y a vraiment une notion d'expertise, effectivement, des destinations, et du numérique, et du digital, et de l'intelligence artificielle pour savoir, effectivement, utiliser tous ces outils pour répondre mieux que le client s'il se servait lui-même. Valérie, pour conclure en une minute, j'imagine que la géopolitique a un impact sur certaines destinations. On voit des lignes aériennes qui se ferment, d'autres qui sont un petit peu qui sont en danger. Là aussi, d'un point de vue économique, il y a des choses qui bouleversent le secteur. Notre secteur est un secteur hypersensible à tout ce qui est géopolitique. Il suffit qu'il y ait une guerre quelque part, et on l'a vu avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'est évidemment, c'était pas un pays hyper touristique, mais en revanche, on survole la Russie pour aller au Japon, pour aller dans d'autres pays, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc vous avez vraiment un impact immédiat sur l'opérationnel et évidemment sur la sécurité et la peur des voyageurs, ce qui est tout à fait normal. Ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre et sur cette zone où l'Égypte, la Jordanie, Israël reprenaient vraiment des couleurs, évidemment ça a stoppé en grande partie la dynamique. Donc oui, nous sommes très sensibles, mais on a des Français qui sont très résilients et qui, quand il se passe quelque chose à un endroit, si c'est des choses qui sont assez courtes, je pense au tremblement de terre au Maroc par exemple en septembre dernier, si l'impact n'est pas trop important, qui reprennent le chemin des destinations assez rapidement. Merci beaucoup Valérie Bonnette. Je rappelle, vous dirigez donc les entreprises du voyage et allez dans vos agences préférées pour découvrir de nouvelles destinations. Restez avec nous dans quelques instants, nous vous ferons découvrir des innovations inédites pour ne plus avoir à gérer la corvée du transport de bagages, mais aussi envoyer des cartes postales d'où que vous soyez dans le monde sans avoir à aller poster ces fameuses cartes postales. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Le voyage et numérique, une solution qui va enfin alléger la corvée du porté de bagages, surtout quand on a plein d'enfants dans les aéroports. Julien de Golfmaker, bonjour. Vous êtes le cofondateur de All the Way, une solution qui permet justement de déposer et enregistrer ses bagages en quelques minutes en plein Grand Paris. Alors, est-ce que j'ai bien résumé et dites-nous un peu plus de choses sur cette fameuse solution. Bonjour Vanessa, c'est un très bon résumé. Chez All the Way, on a vraiment vocation à vouloir faciliter la mobilité et le voyage et le rendre accessible à tous. Et c'est vrai qu'en quelques clics, maintenant, on rend possible à n'importe qui de pouvoir réserver un créneau et de pouvoir du coup enregistrer son bagage à côté de chez soi ou même directement à votre domicile. Si vous habitez à Paris ou en petite couronne. Bon, ça semble vraiment magique. Alors expliquez-nous justement le pas à pas, comment ça se passe. Voilà, je veux partir en vacances, j'ai pas envie de porter mes bagages ou alors les 10 bagages parce que j'ai une grande famille. Comment je fais? Comment vous prenez en charge C'est assez simple. Une fois que vous avez réservé sur le site, plutôt que de devoir préparer vos bagages, les descendre du 4e étage, être déjà en sueur, prendre un taxi parce qu'on ne peut pas prendre le RER à l'heure actuelle avec des bagages, c'est pas possible, et devoir attendre 4 heures à l'aéroport pour pouvoir avant d'enregistrer. Et d'embarquer. La vraie vie, quoi. La vraie vie. C'est tout simple. Avec All the Way, vous réservez votre créneau. Par exemple, demain, vous partez en Guadeloupe. Vous réservez à 10h pour chez vous. Il y a notre équipe qui se rend à votre domicile, directement dans votre appartement. On va vérifier votre identité, peser votre bagage, procéder à l'enregistrement de celui-ci. Et ensuite, vous pourrez profiter de votre journée, vous rendre directement à l'aéroport. Et nous, on va transporter le bagage,
l'injecter directement et vous le retrouverez à destination pour profiter de vos vacances pleinement. Bon, Julien, ça a l'air vraiment magique comme solution, mais il y a une question qui me taraude quand même, c'est celle de la sécurité, parce que justement, s'il y a toutes ces contraintes de déposer son bagage à l'aéroport, c'est qu'il y a tout un protocole. Là, vous arrivez à reproduire justement ce processus quand vous venez chez moi ? Reproduire, c'est le bon terme, étant donné que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment transposé l'aéroport directement de chez vous. On a pris toutes les mêmes mesures, c'est-à-dire que les mêmes contrôles d'identité, le même questionnement que vous allez avoir, les agents ont les mêmes formations, le même badge rouge que vous pouvez voir sur les agents à l'aéroport, c'est le même. Et ensuite, une fois qu'on a pesé votre bagage, on va l'étiqueter et il sera scellé. Donc c'est un scellé intelligent. D'accord. Qui sera relié directement à votre bagage. Et en fait, à chaque étape, vous allez pouvoir suivre votre bagage jusqu'à son injection à l'aéroport. Et à tout moment, le bagage, du coup, à chaque transfert de responsabilité, le scellé sera vérifié pour garantir qu'il n'a pas été ouvert, que personne n'a rien mis dans le bagage, jusqu'à ce qu'il soit mis dans l'avion. Alors, il est mis dans l'avion, il arrive. Là, je le récupère sur le circuit de... J'ai pas le nom, excusez-moi. Ou alors, il peut être livré à mon hôtel. Comment ça se passe si ma vie soit simple jusqu'au bout ? C'est toute la magie de la chose, parce que votre bagage, il va vraiment voyager avec vous dans l'avion. Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur le tapis bagage à l'arrivée. Le tapis, voilà. C'est le terme. Mais si vous arrivez à Paris, plutôt que de devoir, encore une fois, après 9 heures de vol, attendre votre bagage pendant des heures, vous allez pouvoir tout de suite rentrer. Et nous, on va s'occuper de le récupérer sur le tapis pour vous et de le livrer à votre domicile à l'heure qui vous convient. Excellent. Qui est-ce qui utilise ces solutions ? Des familles, des businessmen ? Elles sont plutôt destinées à quel type de population ? Principalement, c'est des familles avec enfants, pour lesquelles vraiment les bagages, c'est un pain point, un irritant fort. Mais c'est vrai qu'on a aussi une population pour qui le bagage était vraiment un handicap, comme les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, qui utilisent majoritairement notre service. Et en termes de destination, c'est vrai que ça dépend d'année. On a parlé de saisonnalité au niveau des destinations. On va avoir plus des destinations Afrique sur les mois de janvier-février, mais des destinations pourtour méditerranéen en été. Alors là, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des perspectives sur d'autres mobilités ? Parce que là, vous me parlez de l'avion. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez peut-être bientôt nous annoncer pour faciliter la vie des gens qui consomment d'autres transports ? On travaille activement avec la SNCF justement pour essayer, et Eurostar, pour essayer de proposer le service pour les trains aussi et pouvoir encourager l'intermodalité, donc c'est-à-dire la capacité pour quelqu'un qui habite à Bordeaux de pouvoir enregistrer directement son bagage à Bordeaux, de prendre le train jusqu'à Paris et ensuite de pouvoir prendre son vol dans la foulée. Très bien, je rappelle alltheway.fr ou .com ? .io, parfait. Alltheway.io, vous pourrez retrouver ça sur le site Sud Radio. Et pour terminer cette émission, comme il est une tradition qui se modernise quand même, on va parler des cartes postales et d'une manière toute nouvelle de les envoyer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Moulin. Vous êtes le CEO de Feedzer, donc F-I-2-Z-E-R, si vous voulez le retrouver. Une solution qui permet justement de vous faciliter la vie et de personnaliser vos cartes. Antoine, racontez-nous justement comment on va pouvoir envoyer des cartes cet été, ou dès à présent d'ailleurs. Oui, vous avez très très bien résumé. Feedzer, du coup, c'est une solution qui permet d'envoyer des cartes postales, mais l'objectif, c'est de le rendre aussi facile que l'envoi d'un SMS. Donc on a développé une application et un site qui permettent de créer des cartes postales, mais la différence avec la carte postale que vous connaissez de vos vacances, que vous récupérez dans un kiosque, c'est que là, c'est une carte postale personnalisée, donc avec vos propres photos, plein d'options de personnalisation et que vous pouvez surtout faire directement depuis votre canapé. Donc on enlève toutes les options un petit peu, toutes les étapes un petit peu compliquées auxquelles on est habitué, qui font que bien souvent on achète des cartes postales dans un kiosque, mais on finit par ne jamais les expédier à ses destinataires. Alors expliquez-moi le pas à pas. Donc voilà, je suis sur mon lieu de vacances, je prends une photo qui me plaît. Là, je vais aller sur votre interface avec mon mobile. Qu'est-ce qui se passe après ? Oui, alors c'est très simple, hein. Donc voilà, c'est une application, donc vous téléchargez l'application. Une fois que vous avez l'application, vous choisissez votre produit. Donc évidemment, on fait des cartes postales, mais on fait aussi des produits de faire-part, etc. Mais là, on va plus se concentrer sur la carte postale. Une fois que vous avez choisi la carte postale, vous choisissez l'occasion ou la famille de produits. Donc on parlait un petit peu tout à l'heure des différentes destinations. On va avoir des cartes postales Italie, etc. Un petit peu différentes familles de produits. Ensuite, vous pouvez choisir parmi plusieurs dizaines de designs pour chaque famille de design que l'on a sur l'application. Vous ajoutez votre photo, vous ajoutez votre texte, vous pouvez personnaliser, mettre une signature, des stickers. Ça, c'est selon votre choix. Vous ajoutez le destinataire et vous cliquez sur envoyer. Et toutes les étapes après, c'est nous qui nous en occupons. Donc, on s'occupe de l'impression, de l'expédition dans le monde entier. Et l'idée, c'est que voilà, vous pouvez le faire en quelques secondes. Les plus rapides le font en une vingtaine de secondes depuis leur canapé, sans avoir besoin de se préoccuper de toutes les lourdeurs que ça peut entraîner aujourd'hui d'envoyer un courrier. C'est pas si compliqué que ça en soi, mais on est tellement habitué
à des choses automatiques et digitales aujourd'hui qu'en fait ça devient pénible et c'est là qu'il y a un intérêt à utiliser Feezer. Alors petite question, parce que vous m'expliquez effectivement que la carte postale elle est mise dans une enveloppe pour des raisons de confidentialité, donc elle arrive effectivement timbrée. Expliquez-nous pourquoi c'est différent. Oui, alors la différence par rapport à une carte postale de kiosque, c'est que finalement, comme elle est personnalisée, vous allez avoir vos photos personnelles dessus. Donc nous, on tenait à ce qu'il y ait forcément une enveloppe pour garantir voilà, que vos photos ne soient pas visibles tout au long du processus. Et ensuite, nous, concrètement, dans notre atelier à Grenoble, toutes les cartes postales sont imprimées à Grenoble. La carte postale va être imprimée, mise sous pli et directement mise dans le camion de la Poste qui attend à la fin de la chaîne pour livrer votre carte postale dans le monde entier. La promesse qu'on essaye d'avoir, c'est qu'une carte postale qui est créée sur l'application avant midi un jour est expédiée le jour même par les services de la Poste. Donc si je vous ai bien compris et si je suis au bout du monde, imaginons par exemple je suis en Polynésie et je veux envoyer une carte postale à quelqu'un qui est à Paris, ça va me coûter beaucoup moins cher en fait parce qu'il n'y a pas le timbre et tout le transport à payer de la Polynésie à Paris de ma carte postale. C'est une économie quelque part. Alors oui, ça va vous coûter moins cher évidemment parce que du coup vous envoyez de la France vers la France. Ça va aussi aller beaucoup plus vite. Très sincèrement, je pense que la carte postale qui part de Polynésie et qui arrive en France, elle met quand même plusieurs semaines. Ouais, elle va arriver après moi quoi, ouais, c'est ça. Très probablement, elle arrivera après vous. Puis il y a aussi un petit enjeu quand même d'écologie parce que du coup, c'est un courrier qui n'aura pas à traverser et faire 2 fois le tour du monde avant d'arriver chez votre destinataire. Il fera simplement le transport de Grenoble jusqu'à l'adresse de votre destinataire en France. Antoine, le marché de la carte postale, on avait l'impression que c'était un marché un petit peu vieillissant avec l'apparition des SMS et des messages. Voilà, vous l'avez redynamisé. C'est un marché qui se porte comment ? Alors, on l'a redynamisé, ce serait présomptueux de dire ça. On participe à le redynamiser, mais effectivement, c'est assez contre-intuitif. Mais le marché de la carterie, c'est un marché qui est dynamique, qui est en croissance. Aujourd'hui, 69% des Français envoient des cartes chaque année. 88% en reçoivent, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en envoient un peu plus que d'autres. En fait, je pense qu'il y a une vraie tendance à l'heure du tout digital, un goût pour le retour au papier, au physique. Qui redonne de la valeur à nos photos, qui montre aussi un effort supplémentaire. C'est évidemment pas la même émotion de recevoir un SMS ou un message WhatsApp que de recevoir une carte postale papier. Puis ça permet d'avoir des souvenirs qui durent, qu'on peut garder, qu'on peut accrocher sur son frigo. Je pense qu'on a tous cette image-là de la carte postale qui finit chez nous et qui finalement est encore là plusieurs années après. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique du marché. On a une petite idée du nombre de cartes postales qui sont échangées chaque année ? Je ne sais pas, au niveau de la France ou... Au niveau de la France, on parle d'environ 200 millions de cartes postales. Tout type de cartes postales confondues, donc en comptant aussi les non personnalisées. En ce qui concerne Feezer, nous, on envoie à peu près 3 millions de cartes postales par an. Donc c'est à peu près une dizaine de cartes postales par utilisateur actif que l'on a chaque année. D'accord. Et c'est une tradition plutôt française ou alors on retrouve ça partout dans tous les endroits du monde ? Je pense qu'il y a des variations selon les pays. La carte vraiment postale de vacances, c'est quand même très français. Alors pas uniquement, mais on s'en rend compte que ça fonctionne vraiment mieux chez nous. Les anglo-saxons ont une très très forte culture de la carte, mais plutôt la carte qu'ils vont appeler la greeting, qui va être une carte pour fêter les grandes occasions. Donc il y a énormément de cartes d'anniversaire qui sont envoyées, mais aussi des cartes d'encouragement, des cartes pour les départs à la retraite. On le propose aussi sur l'application Feezer, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça parle plus à un public anglo-saxon. Très bien. Bah alors je rappelle, Feezer, F-I-2-Z-E-R, c'est important.fr. Et vous allez pouvoir envoyer autant de cartes postales que vous voulez pour cet été. 1 minute pour conclure, Valérie. Cet été, ceux qui n'ont pas encore choisi leur destination, vous leur conseillez quoi ? 3 destinations de rêve ou alors accessibles là ? Alors, de réserver rapidement, parce que plus on attend, évidemment, moins on a de choix et ça peut être cher. Et puis, ce qui marche bien et ce qui est bien revenu, bien sûr, c'est les États-Unis, le Mexique. Ça, c'est du long courrier, la République dominicaine. Et sinon, je vous le disais, mais l'Italie, le pourtour méditerranéen et la France, il y a plein d'endroits magnifiques. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choix et beaucoup de chance de là où on vit, de pouvoir aller rayonner un peu partout. Merci beaucoup à tous nos invités. C'est un petit goût de vacances qui flotte déjà sur ce plateau de Sud Radio. On va s'arrêter là. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.